Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM2. La commission d'enquête sur les modalités de contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires touche à sa fin. En tout cas, les auditions sont terminées. Reste désormais au rapport d'être remis. On en parle avec sa co-rapporteure Violette Spielbout. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous sur BFM2. Vous êtes également député Ensemble pour la République du Nord de cette et donc co-rapporteur de cette commission que l'on a parfois appelée commission Betaram, également en lien avec ces violences dans cet établissement scolaire dont on a évidemment beaucoup parlé. Alors que les auditions touchent à sa fin, quelques 140 personnes donc auditionnées au cours de ce travail. Qu'est-ce que vous voulez d'abord en retenir? Bien en retenir qu'il y a eu, énormément, de violences par le passé et encore, récemment dans des établissements, privés, sous contrat, mais aussi, dans des établissements, publics. Des violences, psychologiques, parfois physiques, parfois, sexuelles avec des viols, des choses assez, horribles dans, l'enceinte de ce qui devrait être, le temple de l'éducation et de l'épanouissement, de l'enfant et que, notre travail, c'est de ressortir de toutes ces auditions tous les dysfonctionnements partout en France et pas seulement que dans le sud-ouest et dans cette affaire Betaram, partout en France, pour faire en sorte d'améliorer l'inspection, le contrôle de l'État sur tous ces établissements et que dès qu'il y a une violence signalée par un enfant ou un parent, eh bien, il puisse être protégé et l'agresseur identifié. Un peu plus de 2 mois donc de travail pour votre, commission d'enquête et on a vu au fil de ces semaines aussi la parole des victimes se libérer. Ça a été un rôle, important selon vous? Vous avez raison, c'est une commission d'enquête qui, a été utile dès son premier jour et l'est encore chaque jour parce que, des victimes, nous écrivent, pour la première fois libérer leur parole sur une violence très grave, par le passé. Elles ont besoin de parler et elles savent qu'elles seront entendues, que nous transmettrons, les signalements article 40 au procureur de la République, que la justice sera plus attentive qu'elle n'a été par le passé et puis on a aussi, des témoignages d'enseignants nombreux, de syndicats qui veulent nous alerter sur la façon dont la parole parfois de lanceurs d'alerte n'a pas été prise en compte par l'administration. Puis enfin, des contributions d'associations de protection de l'enfance, d'enseignants retraités, de personnes qui veulent apporter leur pierre au travail extrêmement fort de cette commission d'enquête que nous menons. D'ailleurs, avant même, cette commission d'enquête, vous-même, vous aviez eu, les témoignages de victimes, au sein du village de Riaumont, c'est, dans le Nord, je rappelle que vous êtes député également, du Nord, c'est vrai que vous avez pu prendre l'ampleur déjà, prendre en compte cette ampleur des faits, alors, recueillis par les victimes? En fait, c'était à ma permanence, à la fin de l'année 2024, j'ai reçu, Pierre, un monsieur d'une soixantaine d'années, qui, après, m'avoir, fait part d'un projet qu'il avait, s'est ouvert à moi sur, ces violences au village de Riaumont, dont il a été, une des très nombreuses victimes. Lui, enfant recueilli par l'État, par la DAS à l'époque, la protection de l'enfance, et placé, dans ce village et cet internat, pour garçons qui a été le lieu d'exactions, de violences, d'actes de torture et de barbarie même auprès de centaines de jeunes garçons pendant des années. Et donc j'ai été bouleversée par son témoignage. J'ai ensuite lu le livre qui a été fait par une journaliste sur tous les témoignages de ce qui s'est passé au village de Riaumont, pas loin de chez moi à Lille. Et forcément, cela m'a motivée dans mon engagement dans cette commission d'enquête. Et on voit que jour après jour se révèlent des faits dans d'autres lieux en France, dans d'autres régions, d'autres départements. C'est très triste. La souffrance des victimes, même pour des actes anciens, est encore extrêmement présente parce que une agression sur un enfant, ça laisse des traces toute une vie. Et même quand elle est seulement, entre guillemets, psychologique ou physique, il n'y a pas besoin d'une agression sexuelle pour détruire une vie. Voilà, tout type d'agression est à combattre et il faut que l'éducation nationale, dans son ensemble, publique et privé, puisse réagir.
Oui, vous aviez, auditionné justement à la fin mars, hein, dans la commission d'enquête, plusieurs collectifs de victimes, avec une audition qui était, particulièrement, chargée, hein, en témoignages, en émotions aussi évidemment. Comme vous le disiez, on sentait l'émotion encore très vive, hein, même pour des faits anciens. Comment, justement, vous, après ces auditions, vous arrivez à vous remettre de ces témoignages quand même très forts? Alors d'abord, on s'en remet pas. Ça change, je pense, ma vie, de femme, de citoyenne, de parlementaire, de femme politique engagée. Ça change parce qu'on voit à quel point, les responsabilités partagées de l'État n'ont pas été à la hauteur. On parle de crimes et de viols, en série, systémiques et donc c'est extrêmement grave. C'est une responsabilité qu'on a tous, sur les épaules. Et puis, je crois qu'on a voulu faire un signe très fort aux victimes en commençant la première audition par ce collectif de victimes, mais que c'est un peu sans fin. C'est-à-dire que tout au long de la commission, nous recevons des témoignages, des signalements, mais encore aujourd'hui, en fait, c'est pas parce que les auditions sont terminées que la souffrance ne se poursuit pas. Et chaque jour, j'ai par mail, par les réseaux sociaux ou même dans la rue à Lille, quand je suis au restaurant, on m'arrête ou dans la rue ou sur un marché, on m'arrête pour me faire part d'un témoignage, d'une violence proche ou éloignée, qui concerne parfois la personne elle-même. Et ce sont toujours des moments extrêmement poignants. Donc, je continue de prendre des choses très au sérieux. L'État n'a pas été au rendez-vous, ce sont les mots de la ministre de l'Éducation Élisabeth Borne que vous auditionnez, hier, hein, pour, achever, ce travail, d'audition de votre commission, d'enquête. Vous allez dans ce sens, vous aussi? Il y a une défaillance de l'État? Ouais, c'est une évidence. C'est une évidence dans l'affaire de Betaram, dans l'affaire de Riomont. Mais quand on lit tous ces témoignages d'hommes de 60, 70 ans qui osent aujourd'hui parler d'un viol qui a été commis par un enseignant ou un cadre éducatif quand ils avaient 10 ou 12 ans, eh bien, on ne peut que constater cette défaillance profonde, alors que beaucoup de responsables politiques, ministres ont mis en place des choses. Je pense, on a auditionné Elisabeth Guigou, Ségolène Royal, Jean-Michel Blanquer. Il y a eu beaucoup d'actions pour mieux contrôler, mais finalement, ce qu'on voit, c'est que l'action publique est très morcelée entre les différents ministères, la famille et l'enfance, l'enseignement et l'éducation nationale et la justice de l'autre côté, et que malgré les différents lois et textes de partenariat, eh bien, ça n'a pas fonctionné suffisamment bien, ça c'est sûr, c'est une évidence. Et donc c'est ça qu'on va chercher à améliorer avec mon collègue co-rapporteur Paul Vanier et nos recommandations du rapport. Dans les cas des violences, au sein du collège Stanislas sur lesquels vous vous penchiez là aussi, hier, les inspecteurs ont pointé une intervention de l'actuel numéro 2 du ministère donc de l'éducation. Là-dessus, vous attendez, une réponse, peut-être, de l'État, de voir qu'elle est aujourd'hui, numéro 2. Il n'y aura pas donc une sorte un peu d'impunité, cachée? Bien, je crois qu'on a mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements très importants dans la façon dont l'inspection a été conduite par l'inspection de l'enseignement supérieur et du sport, hein. Donc on est vraiment dans l'inspection au niveau national, des dysfonctionnements dont certains sont graves, avec d'ailleurs des témoignages des membres de l'équipe d'inspection qui là aussi étaient poignants parce qu'ils ont été révoltés dans la façon dont ça a été fait. Madame Borne en a maintenant connaissance complète. Les choses sont devenues publiques avec cette commission d'enquête. Il y a certainement encore des travaux d'investigation à faire qui ne seront pas de notre sort. Nous, on n'est pas là pour régler des situations individuelles, identifier des agresseurs ou des responsables individuellement, mais pour trouver des solutions d'intérêt général. Et ça sera effectivement au gouvernement, à la ministre de l'Éducation, de prendre les sanctions disciplinaires si elle l'estime nécessaire. Il y a un travail d'approfondissement à faire. Il faut faire toujours attention parce que dans l'éducation nationale, avant tout, ce sont des femmes et des hommes extrêmement engagés pour l'éducation et l'épanouissement des enfants. Il faut jamais aller trop vite dans les conclusions. C'est ça que je retiens aussi de toutes ces affaires. 5h30 d'audition, un Premier ministre face à vous dans cette, commission d'enquête, évidemment une médiatisation très forte, hein, de cette audition. Qu'est-ce que vous en retenez, un peu plus d'une semaine après? J'en retiens un
un homme qui a été très violemment attaqué dans les médias par mon co-rapporteur Paul Vanier sur son intégrité, sur son honnêteté, avec des accusations graves et qui s'est défendu avec énormément de vigueur, qui s'est pas dérobé non plus à toutes les questions de la commission d'enquête pendant plus de 5h30. J'en retiens un Premier ministre qui maintient, voilà, qui n'avait pas connaissance de tous ces faits qui étaient autour de lui, mais c'était il y a 30 ans. Il a même mené une inspection qui, pour nous, à nos yeux, est très largement insuffisante, mais qui, à l'époque, avait le mérite d'exister. Et la façon dont cette inspection a été menée montre bien aussi que quand on ne suit pas les recommandations d'une inspection 1 an ou 2 ans après, on laisse perpétrer parfois des violences et même des crimes. Donc ce n'est pas forcément suffisant. En revanche, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'était pas dans le procès de François Bayrou, mais dans une des 140 auditions, certes plus médiatisées, plus difficiles que les autres, mais que l'important, c'est d'être, avec toutes les personnes auditionnées, intègre, sérieux. Je crois que on ne m'aurait pas pardonné, à l'inverse, de ne pas être sérieuse et intègre dans mon questionnement au Premier ministre, comme je l'ai été avec tous les autres responsables politiques ou responsables administratifs auditionnés. Ouais, je préciserai que sur BFM2, on a diffusé plusieurs des auditions de votre commission d'enquête, au-delà de celle de François Bayrou. Vous regrettez tout de même que cette audition se soit transformée en quelque sorte en duel entre François Bayrou et votre co-rapporteur Paul Vanier? Vous avez raison de le formuler comme ça. Oui, j'ai un regret parce que beaucoup de Français ont regardé seulement cette audition-là. Il y en a beaucoup qui m'en ont parlé le lendemain, le surlendemain, quand j'étais dans ma circonscription, à Bondy, à Tourcoing, à Lille. Et quand on ne regarde que l'audition de François Bayrou, oui, on se dit c'est un duel entre l'un des deux co-rapporteurs et un Premier ministre qui se défend avec vigueur. Et ça jette l'opprobre finalement sur le travail extrêmement sérieux que nous avons fait sur l'ensemble de ces 3 mois de commission d'enquête, un travail sérieux, transpartisan, qui avait mis de côté et qui met de côté les oppositions politiques entre Paul Vanier et moi. Et je trouve que c'est extrêmement bénéfique à la qualité du travail que nous faisons. Donc voilà, ce duel politique mis en scène d'une part et de l'autre, je dirais, hein, par les deux camps, a un peu nuit à ce travail. Après, j'ai confiance dans le rapport que nous allons rendre. Les écrits restent et donc dans les recommandations que nous porterons avec Paul Vanier. Et je suis sûre que c'est ça qui restera avant même l'audition de François Bayrou. Mais c'est l'étiquette politique de votre co-rapporteur, la France Insoumise, qui a entraîné ce duel, selon vous? C'est pas seulement son étiquette, c'est ses déclarations avant la commission d'enquête, pendant, dans la presse, on en parle souvent. Il a fait un choix, au-delà de son travail de co-rapporteur, d'avoir une position extrêmement, offensive envers le Premier ministre, en demandant, dès le début, avant les conclusions de la commission d'enquête, sa démission. Et donc forcément, il installe un duel et François Bayrou, se défend. Je pense qu'il faut le faire quand on se sent injustement attaqué. Moi, je ne suis pas rentrée dans ce duel. Moi, mon objectif, c'est les victimes, c'est la parole de tous, à Bétarame, mais aussi dans tous les autres collectifs partout en France. Et il y en a encore chaque jour aujourd'hui, je vous l'ai dit. Et donc, c'est de rester sur mon objectif, qui est d'avoir une action utile pour la transformation de l'État et l'efficacité d'une action publique qui a été largement défaillante. Au-delà de cette audition donc particulièrement médiatisée, on le disait, de François Bayrou, comment a fonctionné votre binôme avec Paul Vanier? On vous a vu beaucoup sur le terrain, hein, aller au sein du ministère de l'Éducation nationale, vous rendre aussi à Bétarame, hein, pour saisir des documents, vous rendre sur place. Comment a fonctionné votre duo? D'abord, on a utilisé tous les moyens extrêmement forts d'une commission d'enquête parlementaire qui a deux co-rapporteurs qui peuvent aller faire des contrôles sur place et sur pièce, saisir des documents, demander aux archives nationales des documents très anciens d'échange, par exemple, entre le ministère de l'Éducation nationale et les rectorats lorsqu'il y a eu des plaintes sur place dans les territoires. Et donc, les pouvoirs de cette commission d'enquête, qui sont constitutionnels, ont été utilisés à plein pour ce sujet des violences faites aux enfants. Et c'est une bonne chose parce que nous avons des milliers de pages de documents, de courriers officiels, de courriers qui sont parfois anciens, mais qui montrent
comment étaient les relations entre ces différents ministères et comment parfois l'omerta locale, alors que la presse pouvait révéler des affaires, ne remontait pas jusqu'à Paris avec des décisions de protection beaucoup plus fortes. Et puis sur la qualité du travail que j'ai eu avec mon co-rapporteur, très honnêtement, je n'ai rien à redire. On a tous les deux décidé de travailler en confiance, de préparer ensemble les auditions, de nous répartir les prises de parole, de nous répartir les questionnements. Et je crois que ça fonctionne bien. Ce n'est pas terminé, puisqu'on a encore un bon mois de travail pour le rapport et ensuite les suites législatives que nous aurons à mener ensemble. Ça allait être ma dernière question justement, Violette Speedboot. Le rapport remis, fin juin, c'est l'objectif visé, c'est ça? Et derrière une éventuelle proposition de loi? Oui, on est dans ce calendrier avec un vote qui devra être fait autour de ce rapport et de ses propositions par nos collègues de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et puis, il y aura les suites. Parce que moi, j'ai pas envie que ce soit un rapport qui reste dans un placard. On a créé beaucoup d'attentes et d'espoir à travers cette commission d'enquête. Il faudra donc très certainement une proposition de loi commune qui va modifier un certain nombre de dispositions qui freinent aujourd'hui un meilleur contrôle de l'État et aussi des recommandations sur des circulaires ministérielles, des décrets, des changements de pratiques, et puis les suites qui seront données, comme ça a été fait pour le rapport de la SIAZ, de la Civise, quand on a décelé des dysfonctionnements, proposé des solutions, mis en place des choses, eh bien, il faut contrôler dans le temps. Et je crois que là, le rôle des parlementaires, c'est aussi de contrôler l'action de l'État dans le temps. Eh bien, on suivra évidemment la remise de votre rapport. Merci beaucoup, Violette Spielboot, d'avoir été en direct avec nous sur BFM2. Je rappelle que vous étiez donc co-rapporteur de cette commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, parfois résumée comme étant la commission Betaram, et député Ensemble pour la République du Nord. Merci de nous avoir suivis sur BFM2. Restez bien avec nous. Un nouveau direct à suivre dans quelques instants.